passion de la moto, c'est Moto-Kayser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokayser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 29 de Carter et Piston. Alors je ne peux évidemment pas vous le cacher, pour ce numéro nous allons parler Harley-Davidson. Mais avant tout, voici le sommaire de l'émission. Nous découvrirons la sublime MV Agusta Super Veloce. Je vais faire découvrir à un non-initié de la marque deux gros bras de chez Harley-Davidson, la Lowrider S et l'Ultra Limited. Je vais vous raconter une belle histoire, celle d'une magnifique indienne ramenée tout droit de son pays. Rappelez-vous de Sophie et Greg, les sympathiques propriétaires de Globetrotter. Ils nous emmènent dans une belle bouffée d'air frais et on en a besoin. Avec une météo incroyable depuis mars, il faut bien admettre que maintenant l'hiver sonne à notre porte. Il est temps pour beaucoup en tout cas de mettre sa moto au garage. Le Dr Grimm nous donne quelques bons conseils pour le faire. Renaud, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de m'accueillir Renaud, merci de m'accueillir au pied levé parce qu'en fait cette émission devait être tournée chez Harley-Davidson Mons, mais Alex Bevilacqua, le patron, a le Covid. Donc tu m'accueilles au pied levé, merci. On souhaite évidemment, Alex, le rétablissement le meilleur et le plus rapide possible. On va parler évidemment à Harley-Davidson pendant toute l'émission, hein, on est ici pour ça. Est-ce que tu peux un peu me parler de cette année particulière, parce que 2020 est une année que jamais personne n'a connue. Ça s'est passé comment ici? De façon générale, et je pense comme pour tout ce qui est commercial, ça n'a pas été hyper facile. Même si on arrive ici à la fin de l'année, on peut se dire qu'on a pas mal sauvé les meubles. Ce qui a été le plus difficile, je pense, outre le commercial, c'est de ne pas pouvoir se rassembler comme on le fait beaucoup dans le milieu Harley-Davidson et notamment rencontrer nos clients, nos amis sur les événements et autres. Donc, tu me corriges si je me trompe, mais si mes souvenirs sont bons, je crois que le 21 mars, vous aviez votre porte ouverte et on a confiné le jour avant, je crois. À peu de choses près, c'est ça, oui. En réalité, il y avait les portes ouvertes au niveau national qui était prévu le week-end 21 et 22, je pense. Ouais, ça, et la semaine avant, on a déjà dû fermer. On a dû fermer d'abord uniquement les samedis, alors qu'on avait également un événement spécial pour la Saint-Patrick ce week-end-là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, donc évidemment, parce que Harley-Davidson, ça rime aussi avec rassemblement, avec un peu mouvement de foule, avec les gens qui aiment se rassembler pour partager leur passion commune. Tu me disais qu'au niveau des ventes, vous en êtes pas mal sortis, en fait. Ouais, tout à fait, oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment au niveau des ventes. Bon, c'est moins bien forcément que ce qu'on espérait, mais ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais on n'est pas le secteur, ou en tout cas la société la plus à plaindre à ce niveau-là. Non, c'est vrai. C'est vraiment cet esprit de communauté qui est très cher dans la marque, qu'on n'a pas pu mettre en place et duquel on n'a pas pu profiter, notamment au niveau, nous, on a le bar à l'étage qui est ouvert d'habitude tous les samedis après-midi. Ouais. Et là, il a été fermé quasiment toute l'année. Oui, c'est ça, oui. Bon, ben, on se rattrapera l'année prochaine. Hein. C'est ce qu'on espère. Ça, c'est sûr. Avant d'aller un peu plus loin, on va faire un petit tour de l'actu parce qu'elle est riche ce mois-ci. Donc, actu. Rien n'est encore certain, mais les Indiens de chez Enfield pourraient bien créer la surprise avec ces concepts d'enduro vintage. Sur la base du 650 bicylindres, ce projet ira à contresens du vent. Peu ou pas d'électronique, peu ou pas d'aide à la conduite, une sacrée gueule vintage et toujours un prix contenu. Ah, ces Indiens. Rappelez-vous, le mois dernier, je vous présentais la BMW R18. Eh bien, BMW présente le deuxième membre de sa famille des Cruiser, la R18 classique. Alors, cette R18 classique est dotée d'un pare-brise large, d'un siège passager, de sacoche latérale, d'un phare LED supplémentaire et d'une jante avant de 16 pouces. Toujours chez BMW, lorsque la marque a présenté la R90 en 2013, ce n'était pas seulement un roadster basé sur le modèle d'un archétype classique. Dès le départ, elle combinait le design classique et une technologie moderne avec le savoir-faire de la marque munichoise. Peu de temps après, cette R90 s'est déclinée en plusieurs versions, en allant de la Urban GS Enduro à la Scrambler, à la Pure ou à la Roadster. En vue de la prochaine saison 2021, BMW Motorrad a peaufiné sa gamme en apportant quelques modifications techniques ainsi qu'une extension significative de la gamme d'équipements en série et en option. Chez Honda, la petite MSX 125 devient la MSX 125
Grom. En fait, la petite bête à plaisir de la gamme Honda acquiert un nouveau nom, un style revisité et des éléments d'habillage plus faciles à démonter qui permettent de faire une customisation et une personnalisation à votre goût. Mais surtout aussi un nouveau moteur avec une boîte à 5 rapports et enfin l'homologation en Euro 5. L'instrumentation affiche désormais le régime moteur et le rapport engagé. Langen Motorcycle, connaissez? L'Angleterre fait un bond dans le 2 temps. En effet, produire un café racer 250 équipé 2 temps, c'est un pari osé, mais Langen Motorcycle, cette nouvelle marque anglaise qui est en fait un transfuge de CCM, vient de le faire. Alors, effectivement, Alzheimer n'est pas venu mettre le bordel sous votre casque en mélangeant de vieux souvenirs et des fantasmes bien présents. Un bon 250 2 temps avec des chevaux, 75 chevaux, à 14 500 tours, 114 kg avec tous les pleins. Voilà des chiffres enthousiasmants et on espère évidemment que cette machine verra vraiment le jour. Elle est annoncée à un tarif de 28 000 livres sterling, donc ça fait un peu 30 000 €. Ça pique un peu pour une 250, mais c'est le prix de l'exclusivité et des bons gaz d'échappement dans votre garage. Ce 30 octobre, Triumph a dévoilé sa nouvelle Trident lors d'une présentation mondiale et virtuelle via YouTube. On en découvre ensemble les premières images ici de cette nouvelle 3 cylindres. En fait, cette moto était attendue parce que le secteur des roadsters 3 cylindres est quelque chose qui est assez légendaire chez Triumph. Cette moto sera proposée à un tarif compétitif que nous ne connaissons pas encore. Elle arrivera chez les concessionnaires pour le printemps 2021. Pour ma part, et si Corona veut bien, je serai au Portugal pour essayer cette moto début décembre et vous en donner évidemment toute la primeur. La marque anglaise pourrait également réserver d'autres surprises d'ici la fin de l'année, à commencer par un modèle plutôt inattendu, une Tiger 850 Sport. À en croire les informations venues des États-Unis, la Tiger 850 Sport devrait voir le jour dès 2021. Elle serait équipée du même moteur que la 900 Tiger, présentée il y a quelques mois. Un positionnement qui aurait donc une visée clairement marketing, histoire de se démarquer de la 1050. Expo Gilet, malheureusement, ce dernier week-end d'octobre et les premiers jours de novembre devait se tenir une magnifique rétrospective pour les 100 ans de la marque Gilet, la célèbre marque d'Herstal. Cette rétrospective devait avoir lieu à Auto World. Le Covid en a décidé autrement. Cette exposition sera reportée à 2021. On n'en connaît pas encore les dates exactes. Quelques nouvelles du MotoGP avec une saison assez hallucinante. On l'a encore vu ces derniers week-ends. On n'a pratiquement jamais 2 fois le même vainqueur. Marc évidemment, en étant absent pour l'instant, a ouvert tout le championnat. Eh bien, Marc Marquez sera absent jusqu'à la fin de l'année. En effet, sa blessure au bras n'a pas l'air de s'arranger. Il devrait passer une 3e fois chez le chirurgien afin d'essayer de résoudre ce problème. Donc pas de Marc Marquez avant au moins les essais de février 2021, ce qui va laisser évidemment tout le match ouvert pour avoir un championnat, une fin de championnat MotoGP qui cette année, il faut bien le reconnaître, a une gueule complètement folle. Bon, maintenant on verra bien. Rossi n'est pas là non plus pour le moment puisque lui il a le Covid. Il devrait être de retour au moment où je vous parle, qui pourrait aussi nous faire quelques belles surprises sur les dernières courses. Enfin, j'ai le plaisir, pour clore ce chapitre de l'actualité, ce long chapitre de l'actualité ce mois-ci, j'ai vraiment la joie de vous annoncer la sortie d'une nouvelle émission télé consacrée à la moto, Highway to Hell. Ce rendez-vous mensuel d'une durée de 52 minutes se fera sur RTC Liège dans un premier temps, mais aussi sur d'autres télévisions communautaires. Philippe Malburny, le rédacteur en chef de la chaîne, et moi-même vous présentons des essais, de l'actu du monde de la moto, mais aussi des acteurs locaux qui font vivre notre passion. Rendez-vous donc tous les mois pour cette nouvelle émission et aussi sur le site web de la chaîne www.rtc.be. 52 minutes de moto tous les mois à la télé, on en est très fiers. Renaud, il y a à peine 2 ans en fait que cette concession est ouverte. Je me rappelle très bien de l'ouverture. Quel événement, ça avait été génial. Et en fait, en si peu de temps, vous avez déjà été Best Overall Performance décerné par Harley-Davidson. Qu'est-ce que c'est en fait?
En fait, c'est un prix remis par Harley-Davidson au niveau mondial, donc par marché. C'est un prix qu'on remet aux meilleurs concessionnaires, si je puis dire, en tout cas sur base de plusieurs critères et de points mis en place par Harley-Davidson. Ça concerne notamment les chiffres de vente, mais également le retour des enquêtes de satisfaction client, la tenue du showroom, enfin voilà, il y a tout un tas de critères. Et on a eu la chance, pour notre première année complète, de remporter ce prix. C'est vraiment pas mal parce que les petits nouveaux, il a fait la nique à tout le monde en fait. Ouais, je sais pas, je pense qu'on a mis peut-être l'accent sur c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur, donc on a vraiment mis l'accent là-dessus. La petite déception, je vais dire pour les patrons, c'est que normalement ce prix est remis aux États-Unis au moment du congrès des concessionnaires devant toute l'Assemblée. Et évidemment, cette année, malheureusement, ils n'ont pas pu avoir cet honneur. Écoute, pour que les téléspectateurs puissent évidemment bien connaître la concession, à mon avis déjà pas mal la connaissent ici à Liège, on va regarder ensemble un petit clip de présentation de la concession et comme ça on fait un peu le tour de tout, on regarde ça tous les deux, on y va. Oui, donc finalement, acheter une Harley, c'est un petit peu rentrer dans une famille. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui a été très bien mis en place par Harley-Davidson. La communauté, de façon générale, est quelque chose d'important chez les motards, plus on va dire que chez les propriétaires de voitures. Oui, bien sûr. Mais Harley va encore plus loin en poussant cette notion de famille et de communauté, de rassemblement vraiment très très fort. Oui, vous avez ce petit son de cloche là, quand on achète une moto, c'est super sympa en fait. Tout à fait, oui, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement dans la concession, la cloche que tout nouveau propriétaire de Harley peut sonner pour faire entendre à tout le monde qu'il a la chance d'acquérir son... Donc vous avez en fait construit déjà en si peu de temps une véritable communauté ici. On essaye, en tout cas, on essaye. On est une équipe relativement jeune de façon globale, ça va des patrons à tous les employés, on est plus ou moins autour de la trentaine. Donc on a envie de vraiment créer et de rassembler autour de ça et peut-être d'apporter certaines choses qui ne se font pas encore ou que d'autres n'ont pas envisagées. Mais ça fait du bien parce que ça fait du sang neuf, parce qu'en général, la clientèle motarde est un peu vieillissante, hein, je sais de quoi je parle, et en fait c'est bien d'amener du sang neuf parce que c'est des idées neuves, c'est de la nouvelle dynamique, et puis ça permet de fédérer ce qui fera le futur évidemment d'une concession et de la marque. Tous les motards ou presque un jour finiront chez nous, ou en tout cas passeront par Harley-Davidson. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec les modes qui sont cycliques, etc., on voit quand même beaucoup de propriétaires d'Harley plus jeunes et plutôt dans leur vie de motard arriver chez nous. Donc on répond un peu à ça. Ça s'explique évidemment un peu par le fait aussi que on n'est plus dans la course à la performance. Quand on roule à moto, on va chercher du plaisir. On va chercher du plaisir de rouler de manière cool, mais on va aussi chercher du plaisir de regarder sa moto et d'avoir du plaisir en étant arrêté, en buvant son café et en regardant sa machine. Oui, exactement. On est ici chez Harley-Davidson, clairement, c'est généralement plus le cœur que le cerveau qui va parler au moment où on va chercher sa moto.
Harley a toujours fait des motos qui sont un petit peu des sculptures d'acier. Hein, c'est entre 250 et 400 kg de bon acier américain. Mais bon, il y a d'autres marques qui font évidemment aussi des choses assez exceptionnelles en termes de construction de motos. Je te propose de découvrir quelque chose qui s'apparente un peu à vraiment de la sculpture moderne, à une œuvre d'art également. On va découvrir ensemble la MV Agusta Super Veloce. Si les génies de l'art, les peintres ou sculpteurs Léonard de Vinci ou Le Bernin vivaient maintenant, nul doute qu'ils dessineraient des motos. Attirés par la beauté de l'objet en mouvement, par les courbes d'une carrosserie née pour épouser le vent, ils exerceraient leur art pour magnifier l'objet. Une MV sur la place Navona de Rome détourne autant les regards que la fontaine du Bernin. Une Super Veloce accroche votre regard comme le fait la Vierge et l'Enfant de Léonard. On se retourne autant sur le passage d'une de ces motos que sur les courbes plantureuses d'une belle italienne moulée dans la robe d'un grand couturier milanais. MV est certainement la marque la plus titrée de la moto avec ses 38 titres mondiaux. De Surtees à Agostini, en passant par Elwood ou Provini, MV s'est illustré dans tous les championnats. Né en 1948 sous la passion du comte Agusta, la marque mythique se consacra presque exclusivement à la production de motos jusqu'au déclin en 1980. Il fallut attendre septembre 1997 pour voir apparaître la fabuleuse 750 V4. Toutes les MV de grande production ont toujours été des machines exclusives, performantes et d'une ligne fantastique. Cette Super Veloce en est la preuve parfaite. Avec ses 173 kg et ses 148 chevaux, elle offre des performances de tout premier ordre, même si la piste n'est pas vraiment son terrain de jeu. Elle, ce qu'elle aime, c'est profiter des routes secondaires pour y faire résonner son 3 cylindres, jouer de son shifter fabuleux, se prendre par moments pour un pilote et puis s'arrêter à la terrasse d'un café pour y déguster un cappuccino tout en se régalant des lignes de la belle italienne. C'est un peu tout ça roulé en MV Agusta Super Veloce. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria militar. Bon, eh bien, vous aimez les motos sportives? Passez votre chemin. Vous aimez les cafés racers? Passez votre chemin. Vous aimez les sports racers? Alors ça, c'est fait pour vous. Ça, c'est vraiment de la haute couture italienne. Alors bon, MV, c'est un petit peu ce qu'est en haute couture Ferrari à la voiture. MV, elle est à la moto. Tellement le niveau de finition est élevé, tellement les détails mêlent à la fois le côté vintage avec par exemple cette bande de cuir magnifique qui est sur le réservoir et le côté super sport, on est avec des bracelets, on est avec un carénage et on a ce côté néo-rétro. Donc cette moto est un peu le mariage de deux styles. C'est une moto performante, ça va vite, le 3 cylindres monte à 13 000 tours, le shifter est juste fabuleux, la boîte est exceptionnellement douce et précise. Quand vous rentrez en rapport avec le shifter, il y a un petit coup de gaz automatique qui vous fait vibrer. Bref, c'est vraiment une moto plaisir.
Et là, en fait, on vient chercher le meilleur parce qu'on est sur une moto sportive. C'est pas avec ça que vous irez sur piste claquer des chronos. Elle va s'en sortir. Mais il y a mieux alors chez MV si c'est ça que vous voulez faire. Si maintenant, c'est faire un peu ce que je fais là pour le moment, faire un peu le malin à la terrasse d'un café, je vous jure que ça marche parce que c'est une moto qui détourne les regards. Et donc voilà, rouler en MV Agusta, ça reste quand même toujours un privilège, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. On est sur des motos qui ne sont pas des grandes productions. Je le répète, on a une qualité de fabrication et de finition au-dessus du lot. On est aussi dans des gammes de prix au-dessus du lot, avec des performances qui restent dans la légende de chez MV. Moto pur plaisir. Alors, vous le constaterez, il y a place pour un passager ou une passagère. L'étroitesse de la selle arrière fait une sélection naturelle de la passagère parce qu'en fait, je vous assure que c'est une moto pour les égoïstes parce que c'est vraiment pas fait pour emmener quelqu'un. Donc voilà, mais ça c'est mon avis. Maintenant, celui qui veut essayer, il peut essayer. Ceci dit, c'est pas des motos qu'il est facile d'essayer parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Quand vous avez la possibilité de poser votre séance sur une de ces motos, n'hésitez pas, allez-y, c'est pur bonheur. Entre les Sportster, les Softail, les Touring et les CVO, il y a de quoi un petit peu s'y perdre. Qu'est-ce qui marche le mieux en fait chez vous? Mais peut-être avant, ce serait intéressant que tu nous détailles un petit peu les différentes gammes de chez Harley, parce que sincèrement, même moi qui suis quand même de la partie, il y a des moments où je m'y perds. Oui, c'est vrai qu'on a un catalogue qui est relativement étendu chez Harley-Davidson, mais qu'on peut séparer en différentes familles. Donc les Sportster, c'est la famille qui malheureusement nous quitte fin de cette année en Europe en tout cas, puisque c'est un refroidissement air qui ne sera pas compatible, qu'on ne peut pas facilement adapter aux nouvelles normes Euro 5. Donc qui se déclinait en deux motorisations, 883 et 1200. Châssis assez rigide et on est sur des petites motos très maniables. D'accord. On ne parle plus de la 750. On ne parle plus de la 750 puisqu'elle aussi, elle nous quitte fin de cette année. D'accord. Après, on a la gamme Softail où là, on a un châssis qui s'inspire des châssis rigides, très appréciés dans le custom. Et là, on passe sur une motorisation quand même supérieure. On est soit en 107, soit en 114 cubic inch, donc 1745 ou 1868 cm3. C'est déjà autre chose. Hein. Voilà, ça vient autre chose. Ensuite, vous avez la gamme Touring, où là, je pense que le nom parle de lui-même, ce sont les voyageuses, pour les modèles les plus équipés avec GPS, Bluetooth, etc. Et alors, la gamme CVO, qui a une gamme un peu à part, on peut la comparer avec des modèles haute performance ou des séries un peu spéciales dans d'autres marques, où en fait ils vont partir généralement de 3 ou 4 modèles dans la gamme. Ça fait quelques années que ce sont les Touring et on va les upgrader avec une motorisation supérieure et des équipements vraiment très haut de gamme. On est un peu dans l'exclusivité là. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose de plus exclusif et vraiment, c'est-à-dire que comparé à d'autres, il n'y a plus grand chose à ajouter pour avoir une moto parfaite. Et sur vos deux dernières années, enfin vos deux premières années, et sur vos deux premières années, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le marché en termes de prédominance d'une gamme ou d'une autre? Alors honnêtement, en termes au niveau des gammes, ça s'est pas mal équilibré. On a vendu vraiment de tout et un peu à tout le monde. Mais ce qu'il y a par contre, ce qu'on a vraiment ressenti, c'est que comme on est nouveau dans la région liégeoise en termes de concessions officielles, on a beaucoup de clients qui n'auraient peut-être pas fait la démarche d'aller plus loin ce qu'ils devaient faire à l'époque avec Mons ou Genk et qui l'ont fait maintenant. Donc on a beaucoup de nouveaux clients Harley-Davidson. C'est vrai que généralement le Sportster était vraiment la porte d'entrée dans la marque, qui leur permettait d'acheter une première Harley-Davidson et de découvrir tout l'univers. Entrer dans la famille. Voilà, en fait. de découvrir tout l'univers qui allait avec. Mais donc sur 2 ans, il y a certains clients qui ont déjà acheté 2 voire 3 motos. Ah oui. Oui, donc ils évoluent très vite voilà, en fait. Très vite on évolue. Vers quoi? Généralement, quand ils arrivent pour la première fois ici, ils ont déjà un modèle en tête plus gros, mais en termes de prix, de poids et de maniabilité, ils ne sont pas tout à fait sûrs de vouloir se lancer directement dedans. Donc ils ont commencé avec quelque chose de plus petit et de plus abordable, mais très vite, la passion et le plaisir prend vraiment le dessus. On revient à ses premiers amours. Et on passe le pas. Mais écoute, on l'a vécu un peu ensemble il y a quelques semaines. Rappelle-toi, je suis venu avec un de mes amis qui est un ami motard.
qui roule sur une japonaise, une MT-07, donc une moto maniable, un petit roadster, qui n'avait jamais mis ses fesses sur une Harley. Ça arrive encore. Ça arrive, ça existe, effectivement. Et donc, on va découvrir ensemble un peu ses yeux d'enfant et la manière dont il a eu une première expérience Harley-Davidson. On part et on reste à Liège, chez Harley. Hey Thierry, ça va? Salut Philippe. Et t'es au bar déjà, tu m'invites à prendre un verre? On est oui. où ici? C'est quoi cet endroit? On est chez Harley-Davidson Liège. J'avais envie de te faire découvrir cet endroit. C'est pas mal, hein? Effectivement, ouais. Allez, je t'offre un verre. Allez. Fait du bien. Ouais. Ben écoute, je voulais te faire découvrir cet endroit parce que c'est une ambiance particulière. Je crois que tu ne la connais pas bien. Effectivement. Et c'est une petite surprise. On va passer une petite après-midi chez Harley-Davidson et tu vas voir, on est dans un autre monde. Viens, je te fais découvrir. Je te suis. Ouais, tu vois, Philippe, au fil du temps, en fait, il y a un code qui s'est créé, un code de couleur, un code de logo. Il y a les têtes de mort, il y a les flammes. Tout c'est très codifié chez Harley pour qu'en fait le vêtement devienne une sorte de masque dans lequel tu te réfugies. Oui, il y a une ambiance particulière. Oui, en fait, c'est costume la semaine et puis tenue de biker le week-end. C'est exactement ça. Je t'emmène voir les bécanes? Allons-y, oui. Il est temps d'aller voir ça, d'aller découvrir ça. Tu vas me servir de guide en quelque sorte. Bah écoute, je vais essayer. Il y a du matériel, j'ai l'impression. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais, il y a du matos. Chaque machine représente 300-400 kilos de bon acier américain. Mais c'est quand même gros comme machine. C'est vraiment maniable, ça? Oui, tu verras. Ouais, ok. Mais sérieusement, on va aller en ville et on peut rouler avec ce genre de moto? Mais oui, tu verras. Mais pourquoi tu me dis tout le temps tu verras? Bah, tu verras. Bon, ben écoute, je vais te présenter quelqu'un. Salut Renaud. Salut Thierry. Je suis Renaud. Tu vas bien? Bonjour. Je te présente Philippe. Enchanté Philippe. Enchanté. Alors c'est toi qui viens acheter une Harley? Oui, enfin bon, voilà, je connais pas bien le monde Harley pour l'instant. Écoute, Philippe n'a jamais essayé. Jamais essayé une Harley? Pas encore, non, effectivement. Il en restait en Belgique, c'est moi. Incroyable. On le prend au mot? Bah allez, on y va, suivez-moi. Allez, c'est parti. Alors voilà messieurs, je vous ai préparé deux motos très différentes l'une de l'autre. La première, la Lowrider S. Donc ça c'est la petite nouvelle arrivée dans la gamme Softail, arrivée en 2019. Le moteur 114 cubic inch, donc ça c'est pouces cubes, ça fait 1868 cm3. Ouais. Pour une différence quand même de 100 kg entre les deux. 100 kg, c'est quoi les poids alors entre les deux? Tout plein fait, on est aux alentours de 308-310 kg et là-bas on est plutôt autour des 416 kg. Ah oui, oui ça fait une différence. Ça impose le respect. Ouais, heureusement, le fameux V8 Harley-Davidson développe pas mal de couples, ce qui permet toujours de s'en sortir. Alors ici, c'est une référence à un modèle qui était sorti sur le châssis Dyna, châssis sportif, et donc ici en Softail avec les commandes médianes un peu relevées qui permettent de prendre plus d'angle et donc une moto super agile avec le fameux couple du V-Twin Harley-Davidson. Donc là c'est vraiment une petite bombinette. Et puis on a la deuxième. Et alors la deuxième, bah, celle-là c'est l'Ultra Limited qui existe en deux finitions, soit chromée, soit noire comme celle-ci, donc toute noire. Même moteur mais 100 kg de plus, là on est clairement sur la voyageuse. Avec un équipement électronique ultra moderne avec le grand GPS tactile, la radio, DAB, Bluetooth et alors des aides électroniques qui sont très manquantes sur celle-ci, du style l'ABS en virage, l'assistance au démarrage en côte, ce qu'on appelle le freinage réflexe, donc c'est la moto qui va elle-même équilibrer le freinage entre la roue avant et la roue arrière. Et alors également, pour la première fois chez Harley-Davidson, un anti-patinage électronique, donc avec uniquement un mode pluie, au cas où on aura un petit peu de mal à doser le couple sur cette grosse machine. Oui, parce qu'il y en a du couple là-dedans. Ah, imagine, quoi, c'est un gros bicylindre de 1800 cm3, donc en fait c'est très coupleux. Dès que tu vas être à 1000 ou 1200 tours, tu vas ouvrir la poignée de gain, ouais, tu sens ce moteur qui t'emmène. Et un système pluie en Belgique, ça vaut la peine. C'est pas idiot, c'est pas idiot, c'est pas idiot. Bon écoute, il reste plus qu'une chose à faire, c'est s'équiper, non? On s'équipe et on est parti. Allez, on y va. Je me réjouis d'avoir tes impressions.
Alors Philippe, pour une première, c'est une première ça. Ouais, Alors qu'est-ce qui ressort directement? Ta première remarque c'est quoi? Les sensations Oui. et l'impression de conduire dans un autre monde. Voilà. Ce ne sont pas les motos, tu sais, ce n'est pas les motos que j'ai l'habitude de conduire. Bien sûr, et donc, effectivement, c'est un monde à part. C'est peut-être pas encore complètement le mien, j'avoue. Ouais. Mais voilà, c'est cohérent. Effectivement, c'est une manière de vivre la route autrement. Oui, tout à fait. En fait, on a un plaisir de conduire qui est dans les sensations de moteur, en fait. Parce que le cœur d'une Harley, c'est vraiment le moteur. Elles ne sont pas réputées pour leur châssis, elles ne sont pas réputées pour leur performance et leur tenue de route. C'est vrai, d'accord, mais il y a moyen de trouver du plaisir, même un peu plus sportivement, oui, clairement, je trouve, oui, avec celle-là. Et puis, finalement, les 300 et les 400 kilos, une fois qu'on est en mouvement... Ça, on ne le sent plus trop, effectivement. Ouais. Et tu as raison, tout à l'heure on en avait parlé, elle est agile. Oui. Y a moyen de s'amuser, d'enrouler, il faudrait un peu plus de temps. Voilà. Je n'ai pas roulé avec la tienne, donc je ne peux pas me positionner, mais voilà, c'est rouler la route autrement et quand même se faire plaisir. Et puis il y a le couple camionnesque dès que tu ouvres. Ça c'est terrible, évidemment. Alors bon, la Low Rider S, j'avais eu la chance de l'essayer et c'est pour ça que je t'ai laissé en profiter pleinement. Et c'est vrai que c'est une moto agile et plus sportive dans la gamme de chez Harley. Ici, on est véritablement sur une sorte de tapis volant qui gomme un peu toutes les aspérités de la route, par la selle qui est d'un moelleux incomparable, et puis les suspensions aussi sont tarées de manière un peu plus souple que par exemple sur cette moto-ci. Mais le plaisir de rouler reste identiquement le même, c'est ce couple où on n'a pas besoin de monter dans les tours et de faire hurler le moteur, pardon. C'est vraiment enrouler, passer les rapports et voilà. Alors on signalera tout de même qu'elle n'a pas d'échappement d'origine, hein, celle-ci, parce qu'on va peut-être l'entendre. Elle a un échappement un petit peu particulier qui renforce le côté... il y a un peu le côté bad boy là-dedans. Oui, il n'y a pas besoin de rouler très très vite en fait. Non. Et puis de toute façon, clairement, dès que vous dépassez les 110, 120... Ça devient difficilement supportable. Parce que la position, elle est vraiment faite, vous prenez tout le vent, donc c'est pas fait pour ça. Bon, alors écoute, on remettra peut-être une expérience Harley autrement un de ces jours, peut-être avec des cieux un peu plus favorables que ceux d'aujourd'hui. On est évidemment au mois d'octobre, on peut avoir de la chance aujourd'hui, on en a eu un peu moins. Mais j'étais vraiment content de t'avoir fait découvrir ce monde. En tout cas, et écoute, maintenant qu'on en a terminé... on peut retirer nos tatouages. On va retirer nos tatouages. Hein. Ouais, bon, ok. Allez. Ciao. Oh, ça caille bien. Hein. J'ai malheureusement l'impression que cette année, les beaux jours, c'est fini. Ouais, je crois que tu as raison. L'été, c'est terminé. Pas vrai, Jérémy? Tout à fait, les amis. L'automne est à nouveau de retour et avec elle, la pluie, les feuilles, enfin bref, tout ce qui a tendance à rendre les routes un peu glissantes et un peu dangereuses. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas rouler à moto dans ces conditions-là. Il suffit juste d'adapter un petit peu sa conduite. Vous nous expliquez, les gars? Oui, il a raison, Jérémy, parce que c'est vrai qu'on peut rouler pendant toute la saison hivernale, mais l'équipement prend encore plus d'importance que pendant l'été. Il faut s'habiller chaudement. L'ennemi, c'est le froid à moto. Oui, clairement, l'équipement, il ne faut pas le négliger, d'autant plus qu'il y a un paquet de pièges supplémentaires qui se rajoutent. Ouais. Je pense aux feuilles mortes, je pense aux plaques d'égout, aux lignes blanches, à tout ce qui est marquage au sol. Évidemment, tout ça est beaucoup plus glissant et donc je pense que le mieux, c'est de tout simplement adapter sa vitesse. Bon, il faut clairement rouler moins vite, il faut anticiper et être hyper attentif. Oui, tout à fait. On peut aussi parler de l'équipement de la moto, parce qu'il y a une possibilité d'avoir des pneus plus adaptés que les pneus avec lesquels on roule pendant l'hiver. On le fait pour les voitures, il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour les motos. Oui, effectivement, il y a pas mal de constructeurs qui sont penchés sur le problème pour proposer une montre pneumatique plus adaptée à l'hiver. C'est des pneus qui en général ont un peu plus de silice, qui permet d'avoir une meilleure adhérence sur tout ce qui est mouillé. En basse température. En basse température. Et donc, pour les roule toujours, je pense que c'est vraiment la solution idéale, c'est d'adapter et de changer de pneus pour l'hiver. Ouais. Et encore une dernière chose, c'est la luminosité. Le soleil a un degré beaucoup plus bas sur l'horizon, donc en fait, on est ébloui, mais on est aussi moins visible, un peu comme en début de saison. Ouais. T'en penses quoi, Jérémy? Pensez donc bien à adapter votre conduite et à vous équiper de la manière la plus visible possible. Maintenant que vous avez tout ça, bonne route et prudence sous la pluie. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise.
Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Traditionnellement, Harley-Davidson présente en général ses nouveautés vers le mois d'août pour la saison suivante. Bon, cette année était vraiment une année particulière. Harley a décidé de postposer la présentation de ses nouveaux modèles, à raison. Ça sera pour le début d'année prochaine. Il y a vraiment un truc qu'on attend, c'est cette fameuse Pan America. Première incursion de Harley-Davidson dans le trail. Alors quand je dis première, je fais une toute petite parenthèse parce que Harley a fait des trails il y a très longtemps quand ils étaient à Air Mackie, Harley-Davidson. Il y avait quelques trails en 2 temps, mais ça remonte à pratiquement 50 ans. Tu vois la couleur des poils de barbe, ils sont un peu différents. Mais la Pan America, ça reste quand même quelque chose qui va être révolutionnaire chez Harley. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour Harley-Davidson, en tout cas maintenant. On est impatient et extrêmement curieux de découvrir cette moto dans le détail au niveau des performances, etc. On attend vraiment avec enthousiasme de découvrir. Ah bah oui, écoute, on est tous impatients parce que c'est un marché, et je crois que c'est un des marchés les plus porteurs de la moto pour le moment, les gros trails, qui ont finalement peu à peu remplacé les routières et les grosses sports GT. La BMW GS est un petit peu l'icône incontournable et la reine du bal, on va appeler ça comme ça. La Harley Pan America vient avec un look particulier, de nouveau, qui ne laissera personne indifférent, ce sera oui ou non. On est avec 140 chevaux, si mes souvenirs sont bons, donc c'est quand même quelque chose qui va causer. On est sur une machine lourde et on se dit, tiens, faire du trail avec ça. On a quelques images qui ont déjà été dévoilées, ça a quand même l'air de marcher pas mal. Hein. Tout à fait, et les infos qu'on reçoit au compte-gouttes de façon assez discrète et feutrée sont plutôt encourageantes. On attend vraiment de pouvoir la tester, de la prendre en main pour se rendre compte, mais effectivement, ça s'annonce plutôt très bien. Ouais, oui. Nous, on se réjouit évidemment de pouvoir l'essayer. On n'a aucune annonce pour le moment qui a été faite de la part d'Harley. Je crois que pour le moment, aucune firme ne se mouille trop sur les présentations avec la situation actuelle. On est dans l'attente comme tout le monde. Mais puisque vous aimez les bols d'air, souvenez-vous, il y a environ 1 an, nous étions chez Globetrotter, chez Sophie et Greg, un couple bien sympathique de jeunes passionnés moto qui ont vécu au Canada et qui en ont fait un petit business puisqu'ils ramènent des motos du Canada, ils font tout ce qu'il faut pour les mettre en ordre ici, les immatriculer et ils les vendent. Ils ont créé une petite communauté et cette année ils sont partis se balader. La première idée était d'aller au Cap Nord. Bon, le Covid de nouveau, on a décidé autrement. Ils sont quand même partis se balader cet été. On va les retrouver dans leur atelier et ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Bon ben voilà comment on se retrouve les amis. Hein, il y a à peu près 1 an, on faisait plus ou moins connaissance. C'est ça. Ouais. On s'est croisés plein de fois depuis, avec toujours le même grand plaisir. On se retrouve ici pour parler d'un trip que vous avez fait cet été. On s'était d'abord quitté sur votre premier projet, c'était le Cap Nord. Tout à fait. Bon, ben, Covid, on a décidé autrement. Ouais. Malheureusement. Mais rien ne vous arrête. Hein. Non, c'est vrai. On avait envie de faire quelque chose. Donc... Ouais. Et donc, vous êtes parti faire quoi? On est parti, l'idée au départ c'était de faire le Cap Nord et donc de partir 6 semaines. Ouais. C'était un gros trip. Ouais. Mais voilà, avec la situation comme elle était, on est parti 15 jours suivre les tracés du Trans-Euro-Trail en France. Ah oui, ça c'était déjà une toute bonne idée de toute façon parce qu'on en parle beaucoup pour le moment. Et il fallait des bonnes bécanes pour faire ça. Vous avez fait ça avec des KTM. C'est ça. Ouais, on a eu la chance d'avoir apprêté 2 KTM 790 Aventure qui sont vraiment, on va dire, des motos typées pour faire ce genre d'aventure. Oui, c'est vraiment le top du top qu'on pouvait avoir. Pas trop lourd, super moteur. Ouais, ça allait pour toi, c'était pas un peu haut? C'est sûr que j'étais perçu comme sur une enduro. Ouais. Mais le gros avantage de la KTM et de la 790, c'est d'avoir le réservoir bas et donc un centre de gravité bas. Et pour moi, ça m'a changé la vie. Ouais, c'est vrai que c'est une moto hyper maniable, hein, c'est vraiment super. Et vous avez fait donc un maximum d'off-road? Oui, autant qu'on pouvait. On a essayé. Tu es très doué comme photographe et comme vidéaste. Vous avez fait un super film. Oui. On va le découvrir en partie.
On ne va pas le dévoiler complètement. Ah bah non, il faut garder un peu de suspense. Il faut garder un peu de suspense. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'était dit que le 7 novembre, on aurait fait ici une grande fête avec toute la communauté Globetrotter et la communauté Carter et Piston. Une grande fête de fin de saison pour tous se retrouver, boire une chope ensemble et découvrir le film en avant-première, en projection dans la grange, en fait, l'atelier qui est ici à côté. C'est ça, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Petit food truck, enfin, on voulait faire la fête. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Néanmoins, ça va quand même se faire de manière virtuelle, back on track. Ça sera présenté le 7 novembre sur Facebook. Oui, à 19h. À 19h, en live. Je vous donne tous rendez-vous, évidemment, pour assister à l'intégralité de la projection de cette vidéo. On va quand même la découvrir, cette vidéo. On va quand même découvrir une partie de votre trip, une partie des vacances. Ça va nous donner de l'air frais, parce que purée, on en a besoin. C'est toi qui le lance? Bah oui. Profitez bien de ce petit bout de voyage et j'espère que vous allez apprécier. Bon, allez, on y va. Alors lui, c'est Grégoire, mon amoureux et partenaire d'aventure. C'est lui qui met les mains dans le cambouis, qui connaît tout sur nos montures à 2 roues et qui fait en sorte que le voyage continue malgré les petites pannes. Voici Sophie, ma complice de tous les jours, une vraie baroudeuse. Elle a le chic pour provoquer de belles rencontres et nous plonge souvent dans de folles expériences. Globetrotter, on l'a créé ensemble, sans objectif certain, mais pour aller toujours plus loin. À vrai dire, on n'y croyait pas beaucoup. Et pourtant, la marque autrichienne nous a fait confiance. Le projet pré-Covid était de rejoindre le Cap Nord en Norvège, mais ça n'est que partie remise. Heureusement que notre pays voisin offre des tracés tout-terrain incroyables. C'est comme ça que nous voilà embarqués sur le tracé du Trans-Euro-Trail français au guidon de 2 nouvelles 790 Adventure. Le Trans-Euro-Trail te permet de faire le tour des pays européens en majeure partie off-road. On goûtera aux premières pistes en Moselle. On contournera les Vosges pour rejoindre le Jura, le Vercors et puis les Hautes-Alpes. On traversera la Provence, les Cévennes, l'Aubrac et enfin l'Auvergne où nous retrouverons le bitume pour rentrer en Belgique. Au total, on réalise environ 3900 km de route partagée entre un peu de bitume et beaucoup de pistes. Poussière, caillasse, boue, on est loin d'être des pilotes professionnels. Plutôt des passionnés, fans inconditionnels de bécane et de voyage. Personnellement, je galère sur les premiers kilomètres de chemins parsemés d'ornières profondes et de tracés en zigzag dans les forêts. Je perds quelquefois l'équilibre, mais je sens que ma technique se développe au fur et à mesure que l'on avance. C'est clair que mon 1,60 m ne m'aide pas. J'ai beau avoir la version basse de la 790, je suis tout de même perché comme sur une enduro. Mais ça ne m'empêchera pas de persévérer et finalement d'y arriver. On reprend en force. La beauté des Alpes nous ferait presque oublier la fatigue. Les pistes sont magnifiques. On savait pertinemment bien que la nuit allait être longue, froide et humide. Mais on était loin de se douter qu'on allait dormir les pieds au sec.
cette nuit-là fut vraiment excellente et le réveil vraiment doux. Ce refuge apparemment abandonné sans porte ni fenêtre nous a tout de même permis de faire sécher nos équipements et de dormir tranquillement. On achève l'ascension du col de bon matin. La température ne dépasse pas les 7 degrés et je peux vous dire que ça change des journées canicules. Et quelques minutes plus tard, nous voilà enfin face au fameux tunnel du Parpaillon. Et nous voilà en Haute-Provence. La vallée est tout simplement splendide. On s'arrête plusieurs fois pour contempler le paysage tant il nous émerveille. Les odeurs de la Provence n'ont pas de pareil. Les parfums de lavande me remplissent les narines. Je souris dans mon casque. Je sens le soleil, les pins et la terre chaude. On apprécie le chant des cigales qui s'en donnent à cœur joie. Ah, qu'est-ce que j'adore la Provence! Comme toujours, ça n'a jamais l'air très extrême sur image, mais je vous jure qu'en vrai, c'était vraiment méchant. Les difficultés s'enchaînent et la chaleur nous achève. Sophie fatigue à ne plus savoir porter sa moto. Je dépose délicatement ma moto au sol et c'est Greg qui prendra le relais. Heureusement, tous les soirs, il y a le bivouac. Un moment rien qu'à nous, car la journée, on est chacun dans son casque. On a fait l'erreur de partir sans micro, alors on est non-stop avec nous-mêmes. Le soir tombé, on se retrouve. On échange nos ressentis et on met en place l'itinéraire du jour suivant. Notre rituel s'installe. On plante la tente, on fait charger les batteries, et après un petit repas de fortune cuisiné au réchaud, on s'écroule littéralement exténué. Le plateau de l'Aubrac est pour nous une incroyable découverte. Ces vaches paisibles, ces champs à perte de vue et ces presque 20 degrés de moins qu'ailleurs nous font tomber en amour avec cette magnifique région. Ici, pas de tourisme invasif, pas de trafic, pas d'autoroute. Bref, le calme, tout simplement. Ce voyage, on le qualifie de test pour mieux préparer les suivants. On a appris énormément de choses sur nous, sur les motos, sur nos capacités, sur ce qu'on changerait de notre organisation, de nos équipements, de l'itinéraire et du planning. On ne le dira jamais assez. Foncez, dépassez vos limites, sortez de chez vous, allez rouler. Le monde est tellement vaste. Notre voyage ne fait que de commencer.
Bon, ça donne super envie. Vous vous êtes fait plaisir, vous nous faites plaisir parce qu'on a tous besoin d'avoir un petit peu d'air. Et donc on le rappelle une dernière fois, c'est toi qui donnes le rendez-vous pour le 7 novembre. C'est ça, le 7 novembre à 19h sur notre page Facebook. Et on fera donc la diffusion de la vidéo 15 minutes. Et puis on fera une petite séance de questions-réponses pour les gens qui auraient des questions concernant les motos, le voyage, l'organisation. Voilà. Allez, super, on se retrouve le 7 novembre. Harley est vraiment une marque qui puise dans son histoire pour donner l'envie aux propriétaires d'un peu modifier leur moto. Et ça fait un peu la force finalement de la marque parce qu'on a ici derrière nous par exemple une moto, sincèrement j'ai du mal à lui donner un âge. Je ne sais pas si elle a 5 ans ou si elle en a 15. Tu vois, parce que d'abord, ça reste dans un état fabuleux, mais c'était quoi qui était d'origine? Je crois qu'en fait, on customise beaucoup chez Harley. Oui, tout à fait. Hein, je pense que Harley Davidson rime avec custom. Personne ne se trompe. D'ailleurs, les personnes qui ont tendance à faire des recherches un peu sur Internet, de façon générale sur Google, on voit plus de motos modifiées que de motos d'origine. Oui, il y a peu de motos qui restent d'origine en fait. Très peu. C'est vrai que c'est très rare de voir une moto qui va sortir d'ici comme elle est sortie de caisse. C'est très rare. Alors il y a des modifications qui sont très classiques ou très légères, on va changer des poignées, un échappement, des choses comme ça. Et puis il y en a qui vont beaucoup plus loin dans le travail et qui parfois vont remettre presque la moitié, voire le prix qu'ils ont payé la moto en transformation. Ouais. Bon, donc là-dedans on va puiser dans un catalogue alors. Oui, tout à fait. Donc on a le catalogue principal avec lequel on travaille, c'est celui de chez Harley Davidson même. Donc trouver les bottins épais, on était loin du compte. C'est un véritable bottin. Il faut savoir que la version papier est offerte à tout nouveau client Harley Davidson à la signature du bon de commande. Bon, évidemment, ça c'est une méthode américaine, ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, mais bien sûr. Mais alors on travaille aussi avec tous les catalogues qu'on dit aftermarket, avec des marques qu'on ne présente plus comme Vans & Hines, etc. Donc on passe par les canaux, Motorcycle, Storehouse, Parts Europe, etc. Donc on travaille avec eux, on est dealer officiel pour eux aussi, pour vraiment avoir la moto personnelle, plus que jamais, plus que dans d'autres marques. Aucun propriétaire de Harley Davidson n'a envie de s'arrêter au feu rouge et de voir exactement la même à côté de lui. Ouais. C'est un peu comme une fille qui va au bal et elle ne veut pas qu'il y ait une autre fille avec la même robe. C'est un peu le même principe. C'est un peu la même chose. Mais en fait, ce n'est peut-être plus le cas maintenant, mais il fut une époque où pratiquement 50% du chiffre d'affaires d'Harley Davidson était fait avec les accessoires. Ce n'est plus le cas maintenant, je crois, mais ça a donné en fait envie à tous les autres constructeurs de faire un peu pareil et de sortir des gammes. Je pense au Scrambler chez Ducati, je pense à la 90 chez BM, je pense à toute la série Bonneville chez Triumph, des catalogues de pièces qui n'en finissent pas, mais on est loin du compte parce que Harley, ça fait 50 ans, 60 ans que c'est comme ça. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut imiter, mais Harley Davidson, de façon générale, dans toute son histoire, a été quelque chose que les gens ont voulu imiter. Et notamment cet esprit de custom, mais aussi de merchandising général. Si vous voyez notre rayon vêtements ici, et je ne parle pas de tous les autres gadgets qu'il peut y avoir. Oui, c'est impressionnant. Je pense que la plus belle image qu'on peut avoir de ça, c'est que, j'explique souvent aux personnes qui ne connaissent pas la marque, quand vous roulez sur une autre marque, quelle qu'elle soit, et que vous partez en vacances, vous n'allez jamais visiter la concession du coin parce que ça ne vous intéresse pas. Chez Harley Davidson, la première chose que les gens font quand ils partent en vacances, généralement, c'est regarder s'il y a une concession tout près et aller la visiter. Ah oui. C'est un peu comme les gens qui font du golf, ils ne partent pas quelque part s'il n'y a pas un terrain de golf. On peut comparer à ça. Ah ouais. Ouais, c'est impressionnant la culture que vous avez su mettre autour d'une marque. Et en fait, c'est vrai que vous avez des centaines de milliers de fans à travers le monde depuis 1903, il faut quand même le souligner. Harley est une des plus vieilles marques, 1903. C'est une marque qui va fêter bientôt donc, ses 120 ans. C'est exceptionnel. Et c'est aussi exceptionnel qu'en fait, elle a créé aussi l'histoire de la moto. Parce que depuis 1903, Harley fait partie de la moto et fait partie de l'histoire de la moto. Et des histoires, je crois que je vais vous en raconter une belle. C'est l'histoire d'une Indienne qui est née en Inde et que j'ai ramenée. J'en suis amoureux depuis plus de 15 ans et on va découvrir ensemble une Royal Enfield ramenée tout droit des Indes. Novembre 2004. À l'époque, je suis photographe-reporter et je suis en Inde pour un de mes reportages. Pendant la durée de mon séjour, mon oreille est souvent distraite
dans les rues par un bruit caractéristique et sympathique de gros monos. Je les connaissais déjà, ces Royal Enfield, mais je n'en avais pas vu souvent. Il est vrai que chez nous, elles n'étaient pas monnaie courante. Soit. Je suis donc en Inde, il me reste une journée à tuer à New Delhi avant mon retour, et je demande à un taxi de m'amener dans une concession Royal Enfield. Après environ 3 heures de recherche, je trouve enfin cette petite concession et découvre un endroit magique regorgeant de bulettes magnifiques. Présentation, palabres, questions et bien sûr, combien ça coûte. Le patron très sympa me fait venir une 500cc pour me permettre de faire un essai. Il savait évidemment très bien ce qu'il faisait. 30 minutes plus tard, je délestais mes cartes bancaires de toutes les provisions qu'elles contenaient encore. Je choisis donc une 500 bullets, nouveau modèle, j'avais pas le choix à l'époque, elle était livrée avec le frein à disque et le démarreur électrique. Les puristes me pardonneront, soit. Je tranche pour la couleur, les accessoires et un stock de pièces de rechange, on ne sait jamais. Le boss m'indique le montant du transport jusqu'au port d'Anvers et vogue la galère. Enfin, j'espère que non. Normalement, vous la recevrez en février ou mars, me dit-il. De toute façon, c'est fait, il faut y croire. Je rentre donc en Belgique avec dans la tête un sentiment mêlé de joie, d'exaltation et de crainte, bien sûr. Novembre, décembre, janvier, pas de nouvelles. Je parviens à joindre le garage à New Delhi qui me confirme que la moto est sur le bateau quelque part dans l'océan Indien. Bon, c'est déjà ça. De fait, quelques jours plus tard, elle est là. Je me rends donc à Anvers pour réceptionner la belle. Je la trouve perdue dans un entrepôt immense, emballée à l'indienne avec des grosses taches d'huile partout. Gloops. Bon, il faut toujours y croire. Me voilà donc à la maison pour un déballage au pied de biche, à la masse, et petit à petit, elle se dévoile. J'avais évidemment très peur de son état après le transport et en voyant la façon dont elle était emballée. Après environ 2 heures, elle est là, démontée certes, mais elle est là. Finalement, les grosses taches d'huile résultaient du fait que pour éviter une oxydation due au séjour maritime ne vienne piquer la belle, celle-ci était littéralement couverte d'huile. Bon, séance de nettoyage, de remontage, roues, guidon, commodo, selle, pose-pied. Je me plonge dans les notes glanées par-ci par-là. Sur le net, je refais les niveaux et après quelques coups de kick, le fameux pom-pom-pom-pom qui m'avait tant ravi les oreilles en Inde est maintenant en train de retentir dans mon garage. Magique. Maintenant, au niveau pratique, il me reste à assurer la bête et bien sûr à l'immatriculer. L'assurance, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'en fait, la machine était immatriculée en Inde. C'était nécessaire pour qu'elle puisse sortir du pays. Et cette immatriculation était toujours d'actualité quand la machine est arrivée sur le territoire belge. J'ai donc pu l'assurer directement avec son immatriculation indienne, qui est toujours visible sur la petite plaque en dessous du phare à l'avant de la moto. Par contre, évidemment, pour obtenir le certificat de conformité, ça, c'était un peu plus compliqué. 2 solutions s'offraient à moi. La première était de présenter moi-même au contrôle technique le véhicule, afin d'obtenir un certificat attestant de sa conformité. La deuxième était de passer par l'importateur belge. Il est à souligner que c'était possible à l'époque, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Norme euro oblige, donc ne ramenez pas une moto des Indes comme je l'ai fait à l'époque. Ce n'est plus possible maintenant de pouvoir l'homologuer et l'immatriculer ici en Belgique et en Europe. Ensuite, toutes les documentations récoltées faisaient mention d'un rodage méticuleux auquel il fallait bien s'astreindre. Et quand il faut. Ne pas dépasser les 50 km/h sur les 1000 premiers kilomètres, ensuite 60 km/h sur les 1000 suivants. Je vous avoue qu'à l'époque, je ne savais pas très bien si j'allais y arriver, mais je me suis lancé. Les premiers tours de roue étaient assez déconcertants, avec le sélecteur à droite, la première en haut, les autres rapports en bas. Ça me rappelait ma lointaine Laverdam. Mais cette Royal Enfield est légère, 165 kg. La prise en main, une fois la sélection des rapports assimilés, est relativement simple. Me voilà donc sur nos routes ardennaises, tout surpris d'être constamment dépassé, même par les scooters. Mais bon, soyons zen, profitons de la balade hors du temps. Effectivement, elle n'a pas l'air de vouloir aller bien vite, ce rodage va être fastidieux. Néanmoins, les qualités sont déjà apparentes. Légère, coupleuse, confortable et somme toute un freinage correct, évidemment avec un disque à l'avant.
Au fil des sorties et des kilomètres, je sens que tout doucement, elle accepte d'évoluer de mieux en mieux avec des vitesses de 75, voire 80 km/h. En fait, faute de contour, j'ai peint 2 petits points blancs sur le commodo droit et un sur la poignée de gaz. Le premier point correspond à la fermeture complète de la poignée de gaz, le second à l'ouverture complète. Et le point sur la poignée me permet de savoir si je suis à une ouverture constante et qu'au fil du rodage, la moto se libère peu à peu et que ce n'est pas moi qui commence à envoyer un tout petit peu trop. Maintenant, je me retrouve quelques années en arrière, à régler ma tension de chaîne, à écouter mes culbuteurs, à régler mon ralenti, bref, à être plus attentif à tous les bruits qui entourent le fonctionnement de ma moto. Force est de constater que plus je roule avec cette moto et plus je m'y attache. La philosophie est bien sûr différente des machines sur lesquelles on évolue actuellement, mais le charme est bien là. Les arrêts sont toujours l'occasion de vérifier que les vieilles dames ont du succès. Il arrive même qu'il y ait plus de monde autour d'elles qu'à côté du dernier modèle à la mode. Je me dis parfois que si j'ai la chance de rouler en moto encore une trentaine d'années, c'est certainement sur cette machine que je finirai mon cuir. Renaud, on y est pratiquement, même si aujourd'hui il y a beaucoup de lumière et du soleil, mais l'hiver est là, l'hiver sonne à nos portes. Il est temps pour beaucoup de ranger la moto au garage. C'est malheureux de rouler sur des routes avec du sel, avec des motos avec autant de chrome. Tiens, à propos, est-ce que vous proposez une formule de, on va dire, de gardiennage ou bien une formule entretien spécial hivernage ? Oui, tout à fait. En fait, on propose 2 types de formules durant l'hiver. L'hivernage, vraiment à proprement parler, où on va chercher la moto chez le client. Ah oui, carrément. Oui, c'est offert, enfin c'est compris dans la formule dans un rayon de 50 km. On va entreposer la moto de façon sécurisée, protégée et sous tension au niveau de la batterie. D'accord. Et après, juste avant de la ramener chez le client au printemps, on vérifie que tout est OK. On peut agrémenter ces formules d'autres options, notamment un entretien saisonnier ou un simple check-up, un nettoyage également. Donc ça, c'est pour ce qui est la partie Ça, c'est grand confort, ça. Ouais, grand confort, vraiment, on prend soin de votre bébé, on va dire ça comme ça. Et ça coûte ? On démarre à partir de 249 € et en fonction des formules qu'on va choisir, on peut grimper un peu plus. Donc pour 249 €, vous allez garder ma moto pendant tout l'hiver. Voilà. C'est-à-dire de novembre à mars-avril, quoi. Oui, en gros, c'est un peu le client qui nous dira quand il veut qu'on vienne la chercher et quand il veut qu'on lui ramène, mais grosso modo, pendant les mois où on ne roulera pas ou peu. Et ma moto est sécurisée. La moto est sécurisée. Est assurée s'il arrive quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. C'est important. Oui, non, bien sûr, ça fait partie des choses importantes à savoir. Et alors, effectivement, il y a des clients qui profitent de cette période où la moto est de toute façon immobilisée pour faire d'autres modifications, des custom, etc. Et alors, on a une autre formule où là, c'est vraiment destiné peut-être aux clients qui ont de quoi entreposer la moto, donc qui n'ont pas besoin qu'on la garde pour eux, mais qui veulent être sûrs de pouvoir profiter de la nouvelle saison dès qu'elle se présente, puisqu'on sait que chez nous, mi-février, on peut avoir 20 degrés juste un week-end. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un check-up. Et là, en fonction de la gamme de la moto, on va démarrer à 230 €. Et là, on va faire un check-up complet. De nouveau,
le transport aller-retour et un nettoyage complet pour qu'elle soit vraiment tip-top nickel, prête à démarrer. Oui, c'est quand même pas mal parce que, allez, je vais dire aux alentours de 230-250 €, ma moto est prise en charge pendant tout l'hiver, j'ai plus à m'en soucier, elle est au chaud, c'est quand même pas mal comme formule, ça c'est vachement intéressant. On va continuer à en parler un petit peu parce que tu sais que nous avons un docteur dans l'émission qui est le docteur Grimm. Eh bien, docteur Grimm va nous parler de l'hivernage et va nous donner quelques bons conseils pour récupérer sa moto au mieux de sa forme au printemps prochain. Bonjour et bienvenue dans la séquence du Dr Grimm. Eh bien, je suis désolé, c'est la fin de la saison pour beaucoup et donc il est bel et bien temps de ranger la moto dans le garage pour malheureusement plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, avant de se faire, il y a quand même 2-3 points à ne pas négliger et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans le sujet donc, de l'hivernage de sa moto. Alors premièrement, ce que je vous conseille, c'est de laver votre moto. La laver, je dirais même mieux que d'habitude. La laver à fond, c'est l'occasion de rêver avant de la laisser dormir quelques mois et vous serez d'autant plus heureux de la ressortir quand les beaux jours seront de retour. Alors, je dirais la laver pourquoi? D'abord parce que vous avez peut-être roulé en fin de saison. Si vous avez roulé en fin de saison et qu'il y avait du sel sur la route, eh bien c'est extrêmement corrosif. Ce sel attaque toutes les parties de la moto, il faut évidemment bien rincer. C'est le moment d'enlever vraiment toutes les traces. Enfin, il faut vraiment faire un gros lavage à tout point de vue pour détecter d'éventuelles petites fuites, des petites choses comme ça. Être bien attentif et laver à fond sa moto pour commencer. Une fois bien lavé la moto, bien la sécher aussi, graisser la chaîne, ça c'est important de bien graisser la chaîne. Peut-être même aussi en profiter pour vérifier la tension de chaîne, puisque vous y êtes et que tout est propre, c'est le moment. Et puis ne pas hésiter à utiliser des produits d'entretien divers pour le silicone, les plastiques et ce genre de choses. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mets du WD-40 dans et sur les commodos. Pour les plastiques, j'utilise des produits spéciaux à base de silicone pour que les plastiques soient bien brillants. Enfin, tout ce qui peut protéger de l'humidité et tout ce qui peut embellir la moto avant d'être remisé pendant quelques mois. Alors, la batterie est un point important et là, la situation est un peu complexe parce que tout dépend de la manière dont vous êtes équipé. Certains n'ont tout simplement rien, donc là, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est tout simplement de retirer la selle, enfin, si la batterie est en dessous de la selle, et démonter la batterie et la laisser dans un endroit sec, tout simplement, la laisser tout l'hiver et la remettre au dernier moment. Maintenant, si vous avez un chargeur de batterie, vous pouvez la démonter et la charger. Si c'est un simple chargeur classique, pas un système comme Optimate qui entretient la charge, ça veut dire qu'il diminue, qu'il remonte la charge et tout ça, alors vous pouvez charger la batterie et puis la débrancher. Si vous avez un Optimate, eh bien branchez-le tout simplement directement sur la batterie, vous le laissez sur la moto et vous pouvez le laisser travailler tout l'hiver, tout simplement. Au niveau des pneus, si vous avez un compresseur ou un moyen de légèrement les surgonfler, eh bien faites-le, c'est toujours mieux. Un petit peu plus de pression pour l'hiver, de toute façon à vérifier au moment où vous ressortirez la moto, mais enfin un petit peu de pression supplémentaire n'est pas une mauvaise chose. Si vous avez une béquille centrale, eh bien ça c'est vraiment idéal, mettez-la surtout pour l'hivernage parce que mettre sur la béquille centrale va pouvoir en fait détendre les ressorts de suspension et donc ça va tout simplement laisser reposer vos suspensions, ce qui est aussi une chose plutôt positive. Alors pas mal de gens se posent des questions par rapport à l'essence. Qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire? Alors personnellement, moi je pense qu'au niveau de la corrosion, l'idéal c'est tout simplement de faire le plein, d'avoir un maximum d'essence dedans. Il y a aussi quelques additifs parfois qui peuvent être mis, mais pas nécessairement. Et alors pour les motos qui sont encore équipées de carburateurs, ce que vous faites, c'est que vous fermez le robinet d'essence, vous démarrez la moto et vous la laissez tourner jusqu'au moment où elle s'éteint pour vider le circuit et comme ça l'essence ne sera pas stagnante dans les carburateurs et dans les tuyaux. Alors une fois toutes ces opérations faites, eh bien, la moto est prête pour son hivernage. L'idéal, si vous ne voulez pas la relaver au moment de la ressortir, eh bien couvrez-la. C'est toujours mieux avec une couverture, un drap, enfin n'importe quoi, mais vous pouvez la couvrir, c'est toujours mieux. Maintenant, je vous souhaite aussi d'avoir un garage pour pouvoir la stocker, pour qu'elle ne reste pas à l'extérieur, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. Et donc, voilà, essayez de la garder au sec.
Alors pour les pistards et pour l'hivernage de la moto, en fait, quoi de particulier? Il y a quand même une particularité quand même, c'est que beaucoup de motos de piste n'ont pas d'antigel dans le liquide de refroidissement parce qu'en cas de chute, cet antigel est considéré comme glissant et donc on remplace le liquide par de l'eau tout simplement. Alors le problème, c'est évidemment que l'eau gèle et que votre moto doit impérativement être stockée pendant l'hiver dans un endroit où il ne gèle pas. Ou bien alors vous devez vidanger tout simplement l'eau qui est dans le moteur au risque de le casser. Donc ça, pas besoin de vous dire que c'est important. Maintenant, une autre chose qui est assez importante pour les pistards, mais c'est un peu général, mais ça s'accentue pour l'hiver, c'est le stockage des pneus. Les pneus détestent les gros changements de température, les pneus détestent le gel et en général, on essaye toujours de garder ces pneus dans un lieu où il fait minimum 10 degrés et dans le noir avec le minimum d'humidité. Sachez que les pneus se dégradent, surtout l'hiver. Donc si vous voulez garder vos pneus en bon état pour la saison prochaine, eh bien gardez-les au sec, dans le noir et avec un minimum d'humidité, comme je viens de vous l'expliquer. Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bel hiver. Soyez prudents si vous allez au sport d'hiver, ne vous cassez pas une patte. Pour les pistards, n'oubliez pas que l'hiver on s'entraîne, beaucoup de cardio, du vélo si possible, enfin du cardio. Essayez de meubler ces mois de la meilleure manière et puis on se revoit au plus tôt pour parler de moto une fois que le temps sera plus de circonstances. Au revoir à tous et gaffe sur la route. Bon, on arrive tout doucement au terme de cette émission que je m'étais promis de faire un poil plus courte que la précédente qui était presque à 2 heures. Donc c'était un peu exagéré. Renaud, mille merci de m'avoir accueilli au pied levé dans cette superbe concession qui est pas loin de chez moi. Donc j'aime toujours bien de passer ici boire un café. Je vous engage à faire pareil. C'est pas un café ici, c'est pas un tripot, mais venez jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment une belle concession et sincèrement on s'y sent bien et on est chaque fois accueilli avec beaucoup de gentillesse. Pour ma part, bien écoutez, je vais déjà vous donner rendez-vous le mois prochain pour une émission qui sera la 30e, et oui, même moi j'y crois pas, la 30e émission de Carter et Piston. Je vous donne évidemment aussi rendez-vous sur RTC pour ma nouvelle émission Highway to Hell, émission mensuelle 52 minutes de moto à la télé. Il faut en profiter les gars. On se retrouve évidemment dans un mois et comme on dit d'habitude, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait